Merci beaucoup. Vous avez regardé le film de Reine Kadjo. Voilà, suite à ce film-là, cette projection, on va passer à la formation masterclass avec Monsieur Philippe Lacotte, qui est ici, que je vous demande d'applaudir. Bien. Alors, aujourd'hui, Monsieur Lacotte que vous voyez là, c'est un des plus grands réalisateurs. Allô? Voilà, ivoirien. C'est mon pote, hein. Ouais, on va ouais. faire simple. C'est mon grand frère. Voilà. On se connaît, c'est pas voilà. la peine. Vous venez d'où? Bonjour, bonjour. Vous venez d'où? Quelle école? ESMA. C'est quoi ESMA? C'est où? C'est situé où? Riviera 2. Et vous, derrière, vous venez d'où? Quoi? ESK. C'est des écoles privées? Vous payez combien? 850 000. Vos parents sont riches, hein? Ou bien ils font beaucoup d'efforts? C'est bien. Ok, vous êtes là-bas pourquoi? Si vous voulez parler, vous allez vous lever. Ok? Comme ça, on ne va pas tous parler en même temps. Vous êtes là-bas pourquoi? Dans cette école? Oui, vas-y toi, s'il te plaît. Lève-toi, comme ça on te voit. Voilà. Comment? Donc c'est quoi le métier que tu vas faire plus tard? Là? Tu veux être directrice photo. D'accord. Comment tu es arrivé à ça? Comment tu as eu envie de faire ça? Oui. 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 D'accord. Donc c'est la manière dont il vous donnait des cours qui a fait que ça vous a intéressé. Ouais. Ça m'a tout plu. Ok. Et j'ai voulu faire ça comme un métier. Ok. Tu es en quelle année? Je suis en première année. Tu es en première année. D'accord. Et avant ça, est-ce que tu avais des expériences cinématographiques? Est-ce que tu es allé sur des plateaux? Est-ce que tu as filmé des petites choses? Oui, si c'est filmer des petites choses, j'ai déjà fait. Comme quoi? Mais bon, comme des reportages au marché, Ouais. bon, des micro-trottoirs, déjà fait. Ok. D'accord. Ok, je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent dire, on va passer le micro, qui peuvent dire pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont dans cette école et qu'est-ce qu'ils attendent de cette école? Vas-y. Je suis William Joël. Ouais, vas-y. Ouais. Ok, moi je suis étudiant à l'INSAC en audiovisuel et cinéma. L'INSAC est une école publique, voilà, précisé. D'accord. Une école d'excellence, quoi. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis en deuxième année d'audiovisuel et cinéma, spécialité réalisation de films. Voilà. Spécialité? Réalisation de films. D'accord, ok. Et donc tu veux être réalisateur? Bien sûr. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà... Je vais vous demander un peu de silence pour que les autres puissent parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà discuté, vous avez déjà rencontré des réalisateurs ou des réalisatrices? Moi, personnellement, oui. Oui. Les autres? Hein? Oui, certains. Vous avez rencontré qui? Comme ça, je vais dire du mal de mes collègues. Alain Guicou. Ouais, non, mais lui, il est sympa. Oui. Samantha Bifo, je la connais pas, mais je vois qui c'est. Ouais, je vois qui c'est, elle a fait Mami Wata. Oui, vous? Comment? Olivier connaît. Il était sobre ou il n'était pas sobre? Non, c'est mon ami. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Ok, donc moi je vais vous expliquer un peu. Je vais vous demander un peu de silence, même si on discute, même si un peu de silence pour que tout le monde puisse entendre. Moi je suis réalisateur. Je m'appelle Philippe Lacotte. Je suis réalisateur ivoirien. Mon nom le dit pas, mais je suis réalisateur ivoirien. Je suis français et ivoirien. Et
j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. Voilà. J'ai pas fait d'école de cinéma et j'ai pas fait assistant réalisateur non plus. Voilà. Donc j'ai commencé... J'ai pas fait d'école de cinéma parce que j'avais fait déjà 4 ans de fac d'université quand j'ai décidé de faire du cinéma. Et donc j'avais pas envie d'aller faire encore 4 ans dans une école de cinéma, mais j'ai tenté une école et j'ai pas été pris. Voilà, il faut dire la vérité, j'ai tenté une école, j'ai pas été pris. Et après j'ai pas voulu être assistant. Donc j'ai commencé par le son. Au départ, quand je faisais du son, je faisais de la radio. Je pensais pas faire du cinéma quand je faisais de la radio. En fait, j'ai commencé comme reporter radio, jeune reporter radio, et j'ai eu une chance énorme, c'est que je suis rentré dans une radio, et au bout de 2-3 mois, il y avait un événement qui était la chute du mur de Berlin. Bon, vous êtes jeune, hein? Voilà, donc ça fait longtemps. C'était la chute du mur de Berlin, et ça tombait vers Noël, fin novembre, décembre, et tous les reporters qui étaient importants dans la radio, ils n'avaient pas envie de partir parce qu'ils avaient envie de rester avec leur famille et tout ça. Et donc moi je me suis retrouvé à 17 ans, 18 ans à Berlin, tout seul, à couvrir cet événement-là. Et c'est là que j'ai compris vraiment que j'avais envie de travailler sur des choses historiques, sur des événements historiques. Voilà. Et j'ai fait des choses complètement décalées. Mais je ne savais même pas qu'est-ce que je faisais. Donc au lieu d'aller interviewer des gens qui étaient aux endroits où les choses se passaient, ben, j'allais dans les maisons des Allemands de l'Est, je rentrais dans les maisons, j'allais à table avec eux, leur poser des questions. Je travaillais avec je parlais un peu allemand, mais je travaillais avec un collègue qui parlait allemand. Et donc on s'invitait dans des familles, on rentrait, on leur posait des questions. Et on a ramené 10 heures, 12 heures de reportage comme ça, au bout de 2 semaines. Et quand on est arrivé à la radio, ils ont écouté ça, ils ont dit « ouais, mais c'est génial ». Mais sincèrement, on ne savait pas totalement, en tout cas moi je ne savais pas totalement qu'est-ce que je faisais. Je ne savais pas que c'était aussi décalé. Je pensais que, voilà, c'était intéressant, mais je ne pensais pas que c'était aussi décalé. Et j'ai commencé comme ça. J'ai travaillé après en radio toujours, j'ai fait une revue de presse pendant 2 ans. Une revue de presse, ça veut dire que tu arrives le matin, tu arrives à 6 heures, à 7 heures, tu as 10 journaux, à 9 heures, tu es à l'antenne. Tu dois être prêt. Voilà, une revue de presse, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité ce jour-là. Voilà, donc tu viens, tu lis des journaux, tous les matins. Mais quand tu commences à bosser en radio à 6 heures du matin, ça veut dire que tu es couché à 21h, 22h. Tu ne peux pas faire autrement. Donc ça change vraiment ta vie. Parce qu'à 4 heures du matin, tu es levé pour pouvoir aller à la radio. Voilà, donc tu vis autrement. Voilà, ça j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, je suis parti, toujours dans la radio, ben, là c'était assistant, assistant de fiction radiophonique. Est-ce que vous savez ce que c'est les fictions radiophoniques? Oui? C'est quoi? Vas-y. On peut faire circuler le micro s'il vous plaît? Il est parti? Hein? Ouais? Il y a quelqu'un qui peut m'aider pour ça? Ou dis non, tu peux le faire, s'il te plaît. Voilà. Après, tu lui remets le micro à mon chef casting, là. Bon, à ma connaissance, c'est une sorte de cinéma audio. Les gars, s'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît. Vas-y. À ma connaissance, c'est une sorte de cinéma audio. Oui, c'est ça. C'est un film, mais il n'y a pas l'image. C'est que le son. C'est-à-dire une fiction radiophonique, il y a des bruitages, il y a de la musique, il y a des acteurs, il y a des dialogues, il y a un scénario, mais il n'y a pas d'image. Donc j'ai fait ça pendant un moment. Après, je suis devenu réalisateur fiction radiophonique. Donc j'ai réalisé des fictions. Et puis après, j'ai eu envie... je bossais dans une radio, Radio France. Et pour être réalisateur officiel, il fallait passer 20 ans. Et j'avais 20 ans, je n'avais pas envie de passer 20 ans à attendre d'être réalisateur radio. Donc je suis parti. Et je suis parti et j'ai décidé de faire du cinéma. Parce que c'est vraiment ça qui m'intéressait. Mais comme je n'ai pas fait d'école, comme je connaissais pratiquement personne dans le métier du cinéma,
j'ai commencé comme projectionniste. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est projectionniste? Hein? C'est bizarre, c'est un métier que tout le monde connaissait. Maintenant, quand on parle de ça, on dirait que c'est... Oui, vas-y, dis-nous, la même personne. Monsieur, je pense que le projectionniste au cinéma, c'est celui qui allume le projecteur pour que tout le monde regarde le film. Les gars, j'entends beaucoup de bavardage là-bas, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez aller dehors. Il n'y a pas de problème. Même si on est 5, ça peut fonctionner. Mais si vous êtes là, vous respectez les autres qui écoutent et vous respectez ceux qui parlent aussi, si c'est possible. Vas-y. Bon, je pense que le projectionniste au cinéma, dans une salle de cinéma, c'est lui qui est chargé d'allumer le projecteur, d'éteindre. C'est ceux qui passent le film. Oui. Voilà, c'est ceux qui passent le film. Donc maintenant, le métier de projectionniste, il a évolué parce qu'avant, on était, on va dire, avec des projecteurs mécaniques et maintenant, on est avec des projecteurs numériques, avec du digital. Mais il y a toujours un projectionniste. S'il n'y a pas un projectionniste dans une salle, vous ne pouvez pas voir de film. C'est celui qui s'occupe de placer le film, qui s'occupe de lancer le film. Donc moi, j'ai fait ça pendant un moment. Et puis après, comme j'ai fait projectionniste, mais projectionniste, en fait, ça a remplacé mon école de cinéma. Parce que projectionniste, si vous êtes dans un bon cinéma, dans un cinéma qui passe des films intéressants, ce qui était mon cas, c'était un cinéma assez pointu, et c'était un cinéma qui n'avait pas besoin de faire de l'argent parce qu'ils étaient gérés par un groupe qui était important, et donc on pouvait vraiment passer ce qu'on voulait. Et donc, projectionniste, vous passez le même film 2 fois par jour, pendant 1 semaine, 2 semaines. Donc vous pouvez le regarder 4 fois, 5 fois. Vous pouvez venir regarder une séquence. Un jour, vous pouvez écouter le son et la musique. Un autre jour, vous pouvez regarder que les acteurs du même film. Et donc, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je regardais un film d'un réalisateur, parce que dans ce cinéma, ça fonctionnait par cycle. On pouvait dire, par exemple, je donne un exemple, cycle Henri Duparc, c'était 4 films d'Henri Duparc, ou cycle Scorsese. Donc, en fait, j'allais aussi à côté commencer à faire des recherches, aller lire des choses sur le réalisateur, sur les films que j'avais vus. Voilà, donc je me formais un peu comme ça. Voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, parce que ça va être long. Mais voilà, après ça, je suis passé... En fait, mon idée, c'était de passer dans les différents métiers du cinéma. Parce qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui doit savoir exactement qu'est-ce qu'il doit demander à chaque collaborateur. Un réalisateur, ce n'est pas quelqu'un qui est un grand technicien. Voilà, il y a meilleur technicien qu'un réalisateur. Mais un réalisateur, il travaille avec un chef opérateur, mais il doit dire au chef opérateur, voilà ce que j'aimerais avoir comme lumière. Il doit savoir si la lumière que le chef opérateur fait lui correspond. Il doit demander à l'ingé son, voilà ce que j'aimerais comme son. Il doit demander au costume, voilà ce que j'aimerais comme costume. Et il doit savoir diriger des acteurs. Voici un peu un réalisateur. Est-ce que vous pouvez donner votre définition de réalisateur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont... qu'est-ce que vous pouvez dire? Un réalisateur, il fait quoi? Oui, devant. Devant. Oui. Allez-y. Moi, c'est à mon mari. Je peux ajouter qu'un réalisateur, c'est celui qui est chargé du bon fonctionnement du tournage, de la préposition à la post-production. D'accord, mais ça c'est... Attends, garde le micro un peu. Ça c'est très technique. Bon fonctionnement du tournage, c'est très technique. C'est-à-dire, mais il fait quoi? Le réalisateur, il fait quoi? C'est comme si moi je te disais, ma maman à la maison, elle est chargée du bon déroulement de la cuisine. Mais elle fait quoi? C'est celui qui veille au grain de tout ce qui se passe sur le plateau du tournage, que ce soit avec les acteurs et également avec les techniciens. Son métier, c'est quoi? Son métier, c'est quoi? Le réalisateur, il fait quoi? Ce que j'ai dit, c'est la définition. Veille au grain, là. Il fait quoi? Il est vigile? Ah, mais le vigile aussi, il veille au grain sur le plateau? Non. Ou bien? Le réalisateur, c'est simple, c'est celui qui fait le film. Voilà, c'est celui qui fait le film. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est celui qui fait le film.
Voilà. Chaque réalisateur va vous donner une définition différente de ce métier. Mais c'est celui qui fait le film. Il y a des réalisateurs qui sont, comme moi, qui sont scénaristes. C'est-à-dire qu'ils écrivent leurs histoires, ils tournent leurs histoires. Voilà. Il y a des réalisateurs qui ne sont pas scénaristes, qui vont prendre une histoire d'un scénariste et qui vont la filmer. Voilà. Et donc, Dino, on va refaire circuler le micro à la même personne. Le réalisateur, il fait quoi sur le plateau? Il fait quoi? On va donner le micro là et puis après là-bas. Le réalisateur, il fait quoi concrètement? Il fait quoi? Ça vient, ça vient. Il fait quoi? Quand il arrive, lève-toi s'il te plaît. Quand il arrive le matin là, c'est quoi son travail? Chaque travail est concret. Un boulanger, il vient, il fait du pain, il allume son four, il met son pain, il sort ses baguettes, ou il fait sa farine. Le réalisateur, il fait quoi? Vas-y, prends le micro. Là, on n'entend pas. Tu as déjà vu un plateau? Oui. Et le réalisateur, il fait quoi? Le réalisateur que moi j'ai vu, il était à la partie technique. Mais il faisait quoi? Là-bas, il coordonnait tout ce que les autres faisaient sur le plateau de tournage. Il coordonnait la caméra, la lumière et tout ça. La lumière, les acteurs, tout ça. Ok. Et est-ce qu'il travaillait avec les acteurs ou pas? Si, avec des acteurs. Qu'est-ce qu'il faisait avec les acteurs? Il n'était pas vraiment avec les acteurs, puisqu'il y avait le directeur d'acteurs qui s'occupait. Il y avait un directeur d'acteurs. Voilà. Mais lui, il discutait avec le directeur d'acteurs. Oui. D'accord. Ok. Et il avait quoi dans les mains, le réalisateur? Il a quoi tout le temps dans les mains? Il a quoi? Wow. Un truc en papier. Il a quoi? Il a, comment on appelle ça, le découpage technique. Non, mais avant le découpage technique, il y a un scénario. Oui. Non? Voilà. Oui. Il raconte une histoire qui est écrite. Ok. Merci. On va venir vers ici. Après, ça vient. Ouais, vas-y. C'est mieux au micro, comme ça les autres vous entendent. Un réalisateur, il fait quoi sur un plateau? Bon, en fait, pour ma part, moi je suis producteur, mais je vais sur le plateau de tournage. Pour un réalisateur, c'est celui qui gère tout ce qui est le volet artistique du tournage. Voilà. Là, il est le chef d'œuvre, c'est lui qui donne l'action pour le jeu d'acteur et tout. Voilà. C'est un peu le chef d'œuvre sur le tournage, en fait. Voilà. En fait, merci. Okay, merci bien. Le réalisateur, c'est sa vision, on va dire, qu'on applique sur le tournage. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait le film comme le réalisateur le voit. Il y a des réalisateurs qui ont une manière de diriger des acteurs. Il y a d'autres réalisateurs qui les dirigent d'une autre manière. Il y a Chantal qui est là, qui est actrice, elle peut témoigner. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ont tort, il y en a qui ont raison. Mais chacun, on fait le film suivant les idées du réalisateur. Voilà. On suit le réalisateur, même si peut-être le réalisateur n'est pas bon. Mais en tout cas, le tournage, c'est de suivre les idées du réalisateur. Voilà. Donc ça veut dire que le réalisateur, il doit avoir des idées. Ok? Ça veut dire qu'il doit arriver avec une certaine préparation de son propre sujet pour que, quand on lui demande « Et ce costume-là, ça te convient par rapport à tel personnage ?» qu'il puisse dire quelque chose. Même s'il n'est pas costumier. Le réalisateur n'est pas costumier. Mais il faut qu'il dise quelque chose sur le costume. Puisque c'est son personnage et que c'est ce costume-là qu'on va filmer. Il n'est pas chef opérateur, mais il faut qu'il puisse dire quelque chose sur la lumière. Il n'est pas cadreur, mais il faut qu'il puisse dire, attends, non, va un peu à gauche, va un peu à droite. Il n'est pas acteur, mais il faut qu'il dise à l'acteur à un moment, non, moi j'aimerais que ce soit un peu plus triste ou un peu plus joyeux. Donc le réalisateur, c'est quelqu'un qui n'a pas un métier dans la main. Moi je dirais ça comme ça. Quand vous allez sur un plateau, tout le monde fait quelque chose, à part le réalisateur et les acteurs. Voilà. Ça ne veut pas dire que les acteurs ne travaillent pas, hein. Les acteurs ils travaillent énormément, mais vous n'allez pas voir leur travail dans la main. C'est-à-dire celui qui est caméraman, mais quand vous arrivez, vous le voyez avec une caméra. Voilà. Celui qui est ingé son, vous le voyez avec une perche ou avec
avec un enregistreur. Le réalisateur, à part avoir un scénario dans la main, des fois il n'a même pas le scénario dans la main. Moi par exemple, quand j'écris, comme j'ai écrit le scénario pendant 2 ans, j'ai pas besoin de l'avoir. Le premier jour, je l'oublie quelque part, et puis je suis parti. Si j'ai besoin de lire 2 lignes, je demande à mon assistant ou je regarde dans le scénario de quelqu'un. Donc le réalisateur, il n'a rien de concret dans la main. Mais la seule chose qu'il a, c'est sa vision. C'est sa vision. C'est-à-dire, il voit comment le film doit être. Et comment chaque partie doit être. Et comment chaque élément doit être dans son ensemble à lui qu'il imagine. Voilà, c'est ça un réalisateur. Ok? Donc c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Et quand vous travaillez sur des films qui coûtent cher, des films de fiction, des longs métrages, vous allez voir qu'un film peut coûter 1 milliard CFA, un film de long métrage. Donc 1 milliard CFA, peut-être qu'un ouvrier, il va passer toute sa vie, on va additionner tous ses salaires, pendant 50 ans, il ne va pas gagner 1 milliard CFA. Donc quand vous avez 1 milliard CFA à dépenser, bah c'est bien de savoir un peu qu'est-ce que vous allez faire. Non? C'est important quand même d'arriver en étant un peu préparé, en ayant un peu travaillé pour savoir qu'est-ce que vous pouvez donner aux gens. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu passer par les différentes étapes du cinéma. Donc j'ai travaillé en projectionniste. Après j'ai travaillé dans le cinéma. J'ai commencé à programmer, à suivre la programmation. Après j'ai travaillé en distribution. Distribution, c'est quand on envoie les films dans les salles et tout ça. Après je suis allé en labo, en post-production, pour apprendre l'étalonnage, tout ça. Mais je ne suis pas étalonneur, mais pour voir comment un étalonneur travaille. Parce que ce qui m'intéressait, j'ai été un peu assistant étalonneur. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'étalonnage, déjà, quand on envoie un film à l'étalonnage, est-ce que vous savez ce que c'est l'étalonnage? Qui veut intervenir? C'est quoi l'étalonnage? L'étalonnage, c'est... Bon, l'étalonneur, si je peux le dire, c'est celui qui est chargé de la colorimétrie du film. Et la colorimétrie, c'est quoi? Voilà, c'est, disons, c'est le ton de couleur que le film va avoir. Par exemple, si c'est dans un environnement froid, il peut rendre le ton un peu bleu. C'est-à-dire, lorsque tu vas regarder le film, tu vas savoir qu'il fait froid. Ou bien, il peut rendre le ton un peu jaune. Là, comme ça, tu vas savoir qu'il fait chaud sur la scène. C'est lui qui est chargé de la couleur, des saturations, autres. Oui, oui, mais bon, c'est pas un climatologue, hein. Il faut faire attention, c'est pas un climatologue. Oui. En fait, quand vous tournez un film, même si vous avez un chef opérateur, si je fais un plan ici, si je vais faire un plan à Bobo, si je fais un plan demain à Atekoubé, vous allez voir que en fait les images, elles n'ont pas la même lumière exactement. Elles sont proches, hein, mais elles n'ont pas la même lumière. Et donc, quand on finit le montage, on va dans un endroit qui s'appelle l'étalonnage. Ça peut s'appeler colorimétrie aussi. Et il y a un étalonneur. Et le réalisateur est assis à côté de lui. Et le chef opérateur, normalement, est assis aussi à côté. Parce que la lumière, elle appartient au chef opérateur. C'est ça, la lumière. Donc c'est lui qui travaille avec l'étalonneur. Et chaque image, on la touche pour trouver une unité à tout le film. Effectivement, on va dire, je veux une teinte un peu jaune dans tout le film. Je veux une teinte un peu bleue. Je veux qu'on sente la solitude. C'est ça qui dit froid. Je veux qu'on sente de la solidarité. C'est ça qu'on va appeler chaud. Et en fait, l'étalonneur, il travaille avec 3 couleurs primaires. Je ne sais plus, vert, ou bleu et rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça? Moi, je suis nul. Et donc, c'est avec ça qu'il compose. C'est avec ça qu'il compose. Mais l'étalonnage, c'est aussi, ça permet d'éclaircir un peu un visage, ça permet de rendre un peu plus obscur un fond, de recomposer l'image. Si vous avez une image qui ne marche pas, l'étalonnage ne va pas vous donner une belle image. L'étalonnage va donner une unité à toutes vos images. Voilà, donc j'ai fait ça pendant un moment. Mais je n'étais pas étalonneur, hein. Je portais les bobines et tout. Mais ce qui était intéressant, c'est que chaque fois qu'un film arrive à l'étalonnage, le scénario du film vient avec. Parce que l'étalonneur, il doit lire le scénario.
pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc, moi, ça me permettait de lire plein de scénarios, de plein de films importants. Et en même temps, le chef-op, il est là, le réalisateur, il est là. Donc, quand vous êtes assistant, vous êtes dans la salle, donc vous écoutez. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, il y en a qui sont plus généreux que d'autres. Donc, j'ai fait ça. Et finalement, j'ai terminé en production. Voilà, j'ai terminé en production, je suis allé en production. Et là, je suis resté en production. Et donc, aujourd'hui, je suis réalisateur et producteur. Je produis mes films et je produis aussi d'autres gens. Voilà un peu le parcours. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques, des questions? On peut aller dans tous les sens, hein, quel que soit ce que vous avez. Alors, on va commencer là. Bon, ouais. Bon, j'ai une question. Je me suis fait la compte. Je suis Jean-François Zoko, étudiant à l'INSAC, version production. Okay. Voilà, en fait, ma question c'est sur la production. Vous avez dit que vous avez fait un parcours au cinéma jusqu'à devenir producteur. Selon vous, quelle a été la plus grande difficulté pour vous en tant que producteur? La plus grande difficulté? Bon, une expérience quoi, je veux dire. Ouais. J'ai fait un film horrible. J'ai fait un film horrible. Ouais. J'ai fait un film horrible, ça s'appelle Kukan Kursia. C'est un documentaire de Sani Magori, qui était un réalisateur nigérien. En fait, c'est un réalisateur documentariste que j'aime bien, hein, c'est un ami malgré tout, mais le film pour moi le film n'était pas bien en tout cas. Je vais vous raconter un peu parce que c'est assez particulier. En fait, Sani, il a fait un premier film. Il a fait un premier film qui a fait un peu beaucoup de festivals. Et il avait un deuxième projet. Et son deuxième projet, c'était une super belle histoire. Ça s'appelle Kukan Kursia, le cri de la tourterelle. En fait, Sani, il est nigérien et son père vivait à Abidjan. Et son père vivait depuis 30 ans à Abidjan et ne repartait jamais au Niger. Et sa grand-mère était très vieille. Et lui, il voulait que son père revienne au Niger. Et donc, il s'est dit, et il a découvert qu'en fait, il y a une femme qui s'appelle la Zabaya, c'est une cantatrice, une chanteuse Aoussa, que cette femme, elle allait chanter dans les villages au Niger, et elle disait, il faut que tous les gens qui sont des hommes, tous les jeunes qui sont des hommes de ce village, le lendemain, ils partent à Abidjan. Et donc, les villages se vidaient comme ça, parce que ça correspondait à un moment de famine vers les années 74 au Niger, et tout le monde partait du Niger. Et donc, il s'est dit, si je veux ramener mon père, il faut que j'amène cette femme, cette chanteuse jusqu'à Abidjan pour qu'elle chante, pour que mon père revienne. Et donc tout le film, c'était de voyager avec cette chanteuse et de faire Niger, bon c'est à 500 km de Niamey, hein, donc Galmi, Niamey, Burkina, Fada, Ghana et Abidjan. Voilà, et à chaque fois de faire des concerts et à chaque fois de filmer le voyage. Et donc c'est un super beau projet, c'est une super belle histoire. Et donc Sani me dit, ok, je veux que tu produises le film. Et donc j'ai dit ok. Et après, on était dans un programme de production qui disait qu'il fallait faire des coproductions avec la France. Et en fait, tout le monde avait fait des coproductions et moi, j'étais pas là. Et donc, ils m'ont donné un coproducteur que je connaissais pas. Et si je disais non, ça bloquait 10 projets. Donc, j'ai dit oui. Et c'était une erreur. C'était une erreur parce qu'avec ce producteur, on ne s'est pas du tout entendu. Parce qu'il est devenu lui-même cadreur du film. Et il a récupéré d'une certaine manière le film. Et moi, j'avais l'impression, pendant tout le voyage, qu'on filmait les mauvaises choses. Que c'était pas ça qu'il fallait filmer. En plus, mon réalisateur, qui avait besoin d'argent, il a accepté 4 millions de l'autre producteur, donc pour acheter un 4x4, avant le tournage, et donc en fait, il ne pouvait plus rien dire à ce producteur, et moi j'étais complètement écarté du projet, j'étais là, et donc je me suis rendu compte qu'en fait, le réalisateur, il m'avait choisi uniquement parce qu'il pensait que j'allais pouvoir le faire tourner à Abidjan. Parce que c'était ça sa crainte. Il se demandait comment il allait organiser le tournage d'Abidjan. Et donc mon travail, parce qu'on a pris un car avec ces femmes-là,
Donc il y a la femme chanteuse, il y a 2 choristes et il y a une petite fille. La petite fille de la femme, elle est grand-mère de la chanteuse. Et ces femmes-là, les 3, elles n'ont jamais eu de carte d'identité de leur vie. Donc quand vous devez faire 4-5 pays sans carte d'identité, même si c'est la CEDEAO, c'est quand même compliqué. Et donc mon travail, c'était d'être assis à côté de la porte du car et de descendre tous les 20 km pour discuter avec les policiers. J'ai fait ça pendant 1 mois. Voilà. Voilà. Donc c'était pas très drôle. Voilà. Donc producteur c'est une relation humaine avec d'autres producteurs, avec un réalisateur. Il y a des producteurs et des réalisateurs qui ne se parlent plus au bout d'1 semaine de tournage. Voilà. Donc voilà l'expérience. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils concernant la réalisation? Pour pouvoir réussir dans la réalisation, en fait. C'est ce qu'on essaye de faire là, mais je vais essayer d'être un peu précis. Je dirais que si on veut faire de la réalisation... Allô, les gars, ça se passe ici, hein? Ceux qui veulent parler, prenez le micro. Hein? Ok. La première chose pour faire de la réalisation, il faut voir des films. Je trouve que souvent les étudiants, ils ne voient pas assez de films. Quels sont les classiques ivoiriens que vous connaissez ici? Quels sont les classiques ivoiriens que vous avez vus? Les films classiques ivoiriens. Parce qu'il y a des classiques ivoiriens. Vas-y. Lago le Terrible. Comment? Lago le Terrible. Lève-toi, s'il te plaît. Ah, les gars, silence s'il vous plaît. Lago le Terrible. C'est quoi? C'est un film. C'est un film. Tu es étudiante en cinéma? Oui, oui. C'est un film. C'est un film comique. C'est une série? C'est un long métrage? C'est un long métrage. C'est un court métrage? C'est un long métrage. C'est un long métrage de qui? Là, je connais pas. Comment? Je connais pas. Si vous êtes étudiant en cinéma, moi je vais vous dire, si vous venez devant moi et que vous cherchez du travail, si vous avez oublié mon nom, si vous avez oublié le nom d'un autre réalisateur, je ne vais jamais vous embaucher. Ben ouais, okay. C'est normal. Je ne vais jamais vous embaucher. C'est comme si tu viens manger dans mon restaurant, tu dis, ça s'appelle comment? Je dis, mais tu fais quoi là? Voilà. Quand je vois des acteurs qui viennent devant moi et qui disent, j'ai joué dans un film là, mais le réalisateur, j'ai oublié son nom, je dis, ok, rentre chez toi. C'est normal. Attends. Et ce film-là, ça vient d'où? C'est un classique ivoirien? Oui, c'est un classique ivoirien. Quelle année? 2010, je crois. Comment? 2010, je crois. C'est ça un classique là? Non, moi je te parle. Ah, avant ça. Avant. Non, donc qu'est-ce que tu as vu avant ça? Non, je connais pas. Henri Duparc, vous avez vu les films d'Henri Duparc? Vous avez vu quoi d'Henri Duparc? Non, j'ai pas vu de film d'Henri Duparc. Henri Duparc, il a fait au moins 6-7 films. Rue Princesse, là, le nom Rue Princesse, là, c'est Henri Duparc qui a nommé ça Rue Princesse. C'est le film qui a donné le nom de la rue. C'est pas la rue qui a donné le nom au film. Nyon Mbala, vous connaissez Nyon Mbala? Ouais? Attends, passe-leur le micro, s'il te plaît. C'est qui Nyon Mbala? C'est un réalisateur ivoirien qui a tourné au nom du Christ. Ouais. Sorti en 93, je crois. Ouais. Et qui a gagné les Talons d'Or FESPACO. Voilà. Ok. C'est le dernier étalon qu'on a gagné en Côte d'Ivoire. Et il a fait d'autres films. Il a fait Ablacon, il a fait Ndagaman. C'est un très bon réalisateur. Il est à Bassam. Hein. Si vous voulez le voir, allez le voir. Moi, je vais passer des heures avec lui là-bas. J'apprends des milliards de choses. Mais il n'y a personne qui est là-bas. Je me demande pourquoi. Voilà. Après, vous allez dire que les gens sont compliqués. Mais essayez au moins. Essayez. Est-ce que vous connaissez Désiré Carré? Ah. Désiré Carré. C'est qui a un téléphone là? Vous êtes toujours en train de chercher des trucs sur le téléphone. Cherchez Désiré Carré là maintenant, on va savoir qui c'est. Ou bien? Allez-y. Il est sur Internet. Allez-y.
Dès qu'il y a un qui trouve, tu lui donnes le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Même 3-4 lignes, hein, c'est tout. N'allez pas lire toute sa biographie. Oui, vas-y. Lève-toi, on va te donner le micro. Merci. Mon ami, reste avec nous, s'il te plaît. Désiré Carré est né le 15 avril 1939 à Trècheville, est un réalisateur ivoirien. Il passe la plus grande partie de son enfance à Abidjan. Et bon, c'est tellement... Il entame une carrière d'acteur au théâtre en intégrant la compagnie du Toucan, la troupe de Jean-Marie Serrault. Il crée sa propre maison de production, les films de la Lagune, pour réaliser son premier film, Concerto pour un exil. Continuer. Après, est-ce qu'il y a un long métrage qu'il a fait? Est-ce qu'il y a un film qui s'appelle Visage de femme? Est-ce que c'est cité? Vous connaissez ce film? Non, je ne vois pas. Hein? Ouais, attends, passe-lui. On va passer à votre collègue. À votre collègue, elle va continuer. Est-ce qu'il y a des choses écrites? Non, là-bas au fond. Est-ce qu'il y a des choses écrites sur Visage de femme? Est-ce que vous pouvez lire ça? Bon, monsieur, ce qui est écrit sur Visage de femme, c'est long métrage 1885, Visage de femme. 1985, Visage de femme, producteur, scénariste, avec Eugénie Cissé-Roland, Sidiki Bakaba, Albertine Nguesson, Kwadjo Bro, Véronique Maïl. Donc voilà, Désiré Carré, c'est un réalisateur qui a fait un long métrage, qui a fait des moyens métrages, Concerto pour un exil, à nous deux la France, et qui a fait un long métrage, Visage de femme, qui a été primé au Festival de Cannes. C'est un film qui a été censuré parce qu'il y a une scène d'amour qui est réelle dans ce film. Voilà. Et c'est un film qui vient d'être restauré aujourd'hui en France. Donc c'est un film qu'on va essayer de montrer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, déjà quand il était sorti, il avait